aujourd'hui, grand public, vise à faire connaître la réalité des gens qui vivent avec un trouble de personnalité. On a envie avec vous de regarder, mieux comprendre cette problématique, briser les tabous, l'isolement, semer des graines, essayer de bâtir une communauté plus informée, plus bienveillante. J'ai envie de faire une petite parenthèse aujourd'hui parce que 10 septembre, 23e journée mondiale de la prévention du suicide. Une coïncidence qui prend sens parce que, considérant la prévalence élevée du taux de suicide chez la population avec un trouble de personnalité, bien évidemment, pour nous, ça prend tout son sens. Et le thème cette année de cette 23e journée est « Changer le discours ». Bien, je nous souhaite de faire un petit bout ensemble aujourd'hui en ce sens. Je vous laisse à ma collègue Claudia. Oui, alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vais vous donner quelques indications de comment ça va se passer. Donc, la première des choses, c'est que vous risquez d'avoir une bien meilleure expérience si vous téléchargez l'application Teams, soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Ensuite, ben, on va voir plusieurs présentations. Évidemment, on veut essayer de garder ça, que ça coule bien. Donc, vos micros, vos caméras vont rester fermés pendant les présentations. Par contre, vous pouvez déjà commencer à inscrire des questions dans le Q&A qui est dans le haut de votre écran ou dépendamment en bas sur votre téléphone. Vous avez une petite vidéo ici qui vous montre comment ça fonctionne. Donc, les questions vont être répondues par contre à la fin de la présentation. Donc, on va essayer de le plus possible répondre à vos questions live. Si jamais on n'a pas le temps dans le cadre de la conférence aujourd'hui, eh bien, on s'engage à prendre en note les questions puis à y répondre sur la page 4Waves de la conférence. Donc, vous allez pouvoir aller consulter les réponses qui seront données après la conférence d'aujourd'hui. Évidemment, c'est une conférence qui vise à transmettre l'information, à aussi essayer de donner une place aux gens qui ont envie d'entendre parler des troubles de personnalité. Donc, lorsque vous allez poser vos questions, ce qu'on essaie, en tout cas, ce qu'on souhaite faire, c'est que vous soyez peut-être le plus bref possible. Donc, bref dans vos questions écrites, mais bref dans vos questions aussi à l'oral, parce qu'à la fin de la période de questions, vous allez pouvoir lever la main, puis on va vous donner accès à votre micro. Donc, on va pouvoir prendre vos questions live. Vous aurez le choix de vous nommer ou non. Ça sera à votre discrétion, mais ce qu'on voudrait, c'est que vous soyez le plus possible assez bref pour essayer de donner la chance plus de gens possible de poser des questions. Donc, je vous laisse, on va commencer tranquillement. Je vous rappelle qu'on essaie de faire d'avoir un climat de bienveillance chaleureux dans ce contexte-là. Puis, on espère que la conférence va vous plaire. Maintenant, on aimerait vous présenter. Nous allons avoir une animatrice aujourd'hui qui va vous accompagner tout au long de la conférence. Donc, j'aimerais donner la parole à Camille Tremblay, qui est travailleuse sociale et qui travaille au Centre de traitement de Faubourg-Saint-Jean, qui va être notre chaleureuse animatrice pour la soirée. Donc, bien le bonsoir à tous. Donc, très contente d'être ici avec vous. Donc, on espère que vous allez aimer ce qu'on vous a préparé, en fait, pour la soirée. Donc, rapidement, en fait, peut-être passer le petit déroulement. Donc, en fait, l'idée, on a un planning chargé, donc, ce soir. Donc, on va commencer plus par l'historique, en fait, du trouble de la personnalité. Donc, savoir un petit peu à travers le temps, là, comment ça a évolué. Par la suite, un petit peu plus parler concrètement, mais c'est quoi le trouble de la personnalité? Donc, on va avoir une présentation là-dessus. Par la suite, on va parler un petit peu plus de la stigmatisation qui entoure le diagnostic. Par la suite, on a la chance d'avoir une usagère partenaire qui va nous faire un témoignage, en fait, de son vécu à elle au niveau du trouble de la personnalité. Par la suite, on va parler plus avec les proches, donc les membres de l'entourage. Donc, eux, là-dedans, un peu leurs besoins, c'est quoi qui existe aussi comme service. Par la suite, on va parler un peu d'équité, diversité et d'inclusion avant de conclure vers la fin avec un mot sur la recherche et la période de questions.
Donc, sans plus tarder, en fait, j'ai envie qu'on se lance directement dans le sujet. Puis pour ce faire, en fait, on avait envie de solliciter votre participation en vous posant une question, en fait, assez simple. Donc, un peu de vous entendre sur qu'est-ce qui vous vient en tête quand on vous dit trouble la personnalité. Donc, pour ça, c'est vous pouvez soit scanner le lien, là, le code QR qui est à l'écran, ou aller dans la section Q&A pour les questions. On a mis le lien, en fait, directement pour pouvoir répondre à la question. Donc, sachez que les réponses sont anonymes. L'idée est juste d'un peu savoir qu'est-ce qui vous vient à l'esprit là, quand on vous dit trouble la personnalité. Donc, on vous laisse un petit minute pour vous laisser le temps de répondre. Je vois qu'il n'y a pas de mots qui pop. On me dit d'actualiser. Ah bon. Donc, c'est mieux, plus de mots un peu. Donc, ça rentre doucement. Donc, on voit que dans tous les cas, le mot émotion ressort au centre. Défi, difficulté, émotivité. Donc, on voit thérapie comportementale dialectique. Donc, on voit que malgré que les mots changent, le mot émotion reste très central au niveau de ce que ça fait vivre. Donc, en fait, sans plus tarder, justement, on sait que le trouble de la personnalité, ça a beaucoup évolué, en fait, dans le temps. Donc, la compréhension qu'on en a du trouble de la personnalité. Donc, je vais laisser Dr. Bastian Mertiles Esposito nous parler un petit peu plus de l'historique là, du trouble de la personnalité. Bonjour, mon nom est Bastien Béatrice Esposito, je suis médecin psychiatre au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Je travaille dans une équipe adulte de troubles de la personnalité et puis j'ai aussi un intérêt clinique et de recherche pour les adolescents et les jeunes adultes qui vivent avec un trouble de la personnalité. Aujourd'hui, on va parler d'histoire enfin, une historique du trouble de la personnalité et puis je vais également parler un peu plus de la stigmatisation, l'histoire de la stigmatisation pour les troubles de la personnalité. Donc, brièvement, l'historique du trouble de la personnalité, la première fois qu'on a entendu parler de personnalité ou d'organisation limite ou de personnes borderline, c'était autour des années 30-40. En fait, c'était une terminologie qui servait à décrire des personnes qui étaient considérées comme étant inadéquats pour la psychanalyse parce qu'ils étaient entre la névrose et la psychose, deux conditions pour lesquelles il y avait des traitements qui étaient à ce moment réputés comme étant efficaces. Bien plus tard, dans les années 70, il y a eu une autre façon de concevoir l'organisation limite. C'est une autre conception psychanalytique. Et puis, beaucoup de personnes tombaient dans cette catégorie-là, un peu par la force des choses. C'était une catégorie, une façon de concevoir la personnalité qui était basée vraiment sur une compréhension psychologique, mais pas du tout associée à des comportements qui étaient observables. Ça fait en sorte que plusieurs personnes qui avaient peu de ressemblance étaient en fait considérées de la même façon et traitées de façon très similaire avec les mêmes traitements. Parallèlement, le DSM, qui est également le manuel de diagnostic américain, dans ces deux premières versions, ont caractérisé les troubles de personnalité avec des termes très chargés tels que inadéquat, émotionnellement instable, passif-agressif. Plus tard, dans les deux prochaines versions, au DSM 3 et 4,
La personnalité était considérée à ce qu'on appelle l'axe 2. Un peu parmi les traits, le caractère, les caractéristiques immuables d'une personne, un peu comme le handicap intellectuel, ça ne peut pas changer. Donc, c'est juste avec le DSM-5 qui est paru en 2013, où on a retiré tous les axes, que le trouble de la personnalité peut être enfin considéré comme un diagnostic dit principal. La principale raison pourquoi quelqu'un vient consulter, pourquoi quelqu'un cherche de l'aide. Donc, comme l'a si bien expliqué docteur Esposito, euh, effectivement, le trouble de personnalité, ça a pris plusieurs années avant qu'on le comprenne tel qu'on le comprend aujourd'hui, qu'on le comprenne de manière aussi adéquate. Donc, je vais laisser rapidement docteur David Roy, en fait, nous parler de ben, c'est quoi ça, le trouble de la personnalité. Bonjour à tous. Mon nom est David Roy, je suis médecin psychiatre et je travaille au CIUS de la capitale nationale à Québec, plus précisément au centre de traitement Le Faubourg Saint-Jean, qui vient en aide aux gens qui souffrent d'un trouble de la personnalité. Aujourd'hui, je vais vous présenter la définition et les caractéristiques d'un trouble de la personnalité. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un trouble de la personnalité? Eh bien, c'est une atteinte d'au moins 2 des 4 sphères suivantes. Tout d'abord, le processus de la pensée, ce qu'on appelle les cognitions, c'est-à-dire comment on perçoit les choses, on les interprète et on s'en fait sens. Ensuite, une atteinte au niveau des émotions qui peuvent passer rapidement d'une à l'autre. Il y a ensuite les relations qui peuvent être très difficiles. Et finalement, le contrôle des pulsions, ces choses qui nous poussent à l'intérieur et qui nous poussent aussi à agir. Parmi ces 4 éléments-là, s'il y a une chose qui est plus précisément une problématique dans les troubles de la personnalité, c'est surtout la sphère relationnelle. Et c'est ce qu'on va élaborer dans un instant. Mais d'abord, un trouble de la personnalité, ça ne peut pas arriver juste une fois comme ça dans un instant. Il faut que ça soit une tendance répétée, un pattern qui arrive dans plusieurs situations et avec différentes personnes. Il faut aussi que ça ait débuté à l'adolescence ou l'âge du jeune adulte et que ça persiste ensuite dans le temps à travers la vie. Précisons maintenant au niveau relationnel. La problématique relationnelle caractéristique du trouble de la personnalité, eh bien d'abord, c'est des difficultés relationnelles avec soi, qui se divisent en 2, au niveau de l'identité et l'autodétermination. Au niveau identitaire, ça peut s'exprimer sous la forme de questions. Qui suis-je? Quelles sont mes valeurs, mes qualités, mes défauts? Comment je veux m'exprimer? Comment je fais sens de ma propre personne? Et par la suite, c'est plus la vision du futur ou l'alignement avec qu'est-ce que je veux faire dans la vie, l'autodétermination. Quels sont mes projets dans l'avenir? Quel genre de relation je veux vivre avec les autres? Comment je me fais un sens pour mon avenir et que je peux déjà aujourd'hui commencer à travailler en relation avec ça. Ensuite, il y a des difficultés relationnelles qui se vivent avec les autres. Donc, c'est important de nommer qu'un trouble de la personnalité, ce n'est pas juste de soi à soi, c'est aussi de soi avec les autres. Ces atteintes-là sont dans 2 sphères principalement, l'empathie et l'intimité. Qu'est-ce que c'est l'empathie? Bien, l'empathie, c'est bien souvent vu comme la capacité de se mettre dans les souliers de l'autre, de comprendre les émotions des autres, leurs pensées, leur façon de faire. Mais ce qui nous manque des fois, c'est de les intégrer à l'intérieur de notre propre conceptualisation pour que ça influence nos actions par la suite. Donc, il faut qu'il y ait ce mouvement d'aller-retour-là avec l'environnement. Aussi, il y a des atteintes au niveau de l'intimité, c'est-à-dire comment faire confiance, m'engager et faire face ensemble à l'adversité. Parce qu'il va en arriver des adversités qui vont mettre à rude épreuve les relations avec les autres. Est-ce qu'elles vont être suffisamment enracinées et riches pour pouvoir résister à ces stresseurs-là? Eh bien, pour les gens qui souffrent d'un trouble de la personnalité, ils peuvent avoir des atteintes dans ces 4 sphères-là au niveau de la relation à soi et des autres. Lorsqu'on a un trouble relationnel comme ça entraîne une instabilité chronique, comme si le sol était toujours mouvant. Et de ce fait, ça l'empêche l'élaboration de relations ou encore d'occupation d'un édifice, d'un projet, d'une vie
qui pourrait être sur une base solide. Et lorsqu'on élabore quelque chose qui s'effondre à cause de l'instabilité, ça vient amplifier le sentiment de honte et ça encourage encore une fois la détresse, la souffrance et la pathologie en soi. Il y a plus de 10 troubles de la personnalité différentes avec leurs caractéristiques particulières. Un de ces troubles est celui de la personnalité limite qu'on va utiliser pour bien vous illustrer c'est quoi la souffrance qui est associée à ça. C'est aussi probablement le trouble de personnalité le plus connu. Donc, lorsqu'on se réfère à notre manuel de référence, le DSM-5-TR, on voit que le trouble de la personnalité limite se caractérise par 9 différents critères et pour avoir le trouble, il faut en avoir au moins 5 de ceux-ci. En jaune, d'abord, les atteintes au niveau des relations. Lorsque les gens qui souffrent d'un trouble de la personnalité limite vont faire face à une menace, que ce soit réelle ou simplement perçue, une anticipation d'un abandon par les proches, il va y avoir des comportements et des efforts effrénés pour pouvoir venir compenser cela. Aussi, on va voir des relations qui sont instables, qui vont aller d'un extrême à l'autre, pouvant aller d'une idéalisation à une dévaluation. Donc, dans un instant, on peut adorer quelqu'un et dans l'autre, le détester profondément. Dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle du clivage. Ensuite, au niveau du contrôle des pulsions, et bien souvent, il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur. Et étant incapable de résister à cette pression intérieure-là, on n'est pas capable d'anticiper les conséquences qui vont venir pour nous stopper, eh bien, ça entraîne des comportements dont les résultats peuvent être dangereux ou nuisibles. Par exemple, au niveau financier, on peut faire des dépenses qui sont exagérées. On peut utiliser des substances, des drogues ou encore de l'alcool. On peut faire de la conduite dangereuse d'un véhicule. On peut avoir des comportements sexuels à risque ou perdre de contrôle dans la nourriture avec des rages alimentaires. Au niveau des émotions, on peut alterner d'un extrême à l'autre avec des humeurs parfois déprimées, d'autres fois anxieuses ou d'autres fois colériques, irritables. Et ces fluctuations-là, ces changements-là peuvent survenir à l'intérieur de quelques heures ou parfois à l'intérieur de quelques jours. À d'autres moments, il va y avoir des colères qui sont intenses, qui sont mal contrôlées et qui vont être jugées inappropriées par un observateur extérieur. Toute cette instabilité-là va entraîner à l'intérieur de soi un sentiment de vide chronique ou encore d'ennui, parce qu'on n'est pas capable d'imaginer un futur à moyen long terme. Finalement, il va y avoir des atteintes au niveau des processus de la pensée, qui va entraîner une instabilité au sens du soi, de son identité, de qui on est. Aussi, on va faire face à des grands stresseurs dans notre environnement ou à l'intérieur de soi, peut arriver des moments de déconnexion qu'on va nommer dissociation, où là, on se sent hors de notre identité, de son corps, et on peut même développer des pensées persécutoires que les autres nous en veulent ou nous jugent. Et on peut même parfois avoir des troubles perceptuels comme d'entendre des bruits bizarres ou même voir des choses qui nous préoccupent, comme des hallucinations. En conclusion, les troubles de la personnalité se caractérisent par des atteintes de la pensée, des émotions, des relations et ou du contrôle des pulsions. Ça va créer de l'instabilité qui limite le développement de sa relation à soi, aux autres et au système. Ça fait obstacle à la création de relations durables et de projets de vie personnels qui résultent ultimement dans une grande détresse et un sentiment de vide. Parmi les 10 troubles de la personnalité, le trouble de la personnalité limite illustre très bien les différentes facettes d'un trouble de la personnalité en général, comme on vient de l'illustrer. Je vous remercie énormément de votre attention et je vous souhaite une bonne suite de la présentation. Donc, on voit bien effectivement que le trouble de la personnalité, en fait, rend les manifestations en fait, du trouble de la personnalité rendent le quotidien, la vie quotidienne particulièrement plus complexe, plus éprouvante pour les gens qui vivent avec ces manifestations-là. Par contre, c'est pas seulement le trouble en lui-même, en fait, qui va amener des difficultés, mais aussi le regard des autres, les jugements.
les préjugés, en fait, qui viennent s'ajouter à la souffrance qui est déjà très présente pour ces gens-là. Comme on l'a vu dans l'historique, ça a pris plusieurs années, en fait, avant que on comprenne, en fait, de manière adéquate, de manière, en fait, telle qu'on le comprend aujourd'hui. Et ça a pris plusieurs années avant qu'on comprenne ce diagnostic-là. Donc, ça a fait en sorte que les gens doivent souvent porter non seulement leurs propres difficultés, mais aussi le poids que ce diagnostic-là peut avoir de par toute la stigmatisation qui l'entoure. Pour ce faire, en fait, je vais redonner la parole à Dr. Bastian Bertulès Esposito pour qu'il puisse nous parler, en fait, de cette thématique qui est très importante. Donc, la stigmatisation peut avoir une idée de à quel point les mots que j'ai utilisés dans cette première section peuvent nous amener à considérer les personnes qui vivent avec un trouble de la personnalité comme étant des personnes qui souffrent de stigmatisation. Et pourquoi ce diagnostic-là est en quelque sorte honni même par une partie de la communauté médicale et scientifique. Donc, avant de poursuivre davantage, on va se pencher un peu plus sur qu'est-ce que la stigmatisation. En fait, la stigmatisation, c'est le rejet social qui est le résultat de caractéristiques qui sont perçues négativement dans la population, dans la communauté. Puis ça a comme résultat d'amener les personnes qui en sont les victimes à perdre du pouvoir, d'avoir une perte de statut, une perte d'opportunité. La stigmatisation, c'est composé de stéréotypes, de préjudices, de discrimination. Ça peut être internalisé par les personnes aussi qui en sont la cible. On appelle ça de l'autostigmatisation. Les personnes qui vivent de l'autostigmatisation, qui en sont bien affectées, en font vivre davantage de dépression, ont une plus faible estime de soi, davantage de honte. On va en parler plus tard de ce dernier point-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que les personnes avec un trouble de la personnalité ou un trouble de la personnalité limite sont stigmatisées? Et puis, qu'est-ce qu'on sait de ça, en fait? Quelles sont les données? En fait, une chose que je mets au clair, tout d'abord, c'est qu'en santé mentale, il n'y a aucun diagnostic qui est plus stigmatisé que celui de trouble de la personnalité ou celui de trouble de la personnalité limite. J'ai utilisé les deux de façon interchangeable aujourd'hui parce que la majorité de la recherche est surtout portée sur le trouble de la personnalité limite. Mais aussi, on sait que c'est une données en termes généraux d'enjeux de personnalité qui sont liés à la stigmatisation. Une des choses qui ressort beaucoup en littérature, c'est quand je parle des gens dans la communauté, dans le public général, beaucoup de personnes vont penser que les personnes qui vivent avec un trouble de la personnalité devraient être en mesure de se contrôler, qui sont peut-être manipulateurs, qui sont dérangeants, qui ne méritent pas des soins. Ça, on peut associer ça au fait que le grand public connaît très peu les troubles de personnalité, ne peut pas les reconnaître, ou a la difficulté à les reconnaître, beaucoup plus que la dépression ou la psychose, par exemple, qui sont bien largement reconnus, même dans la littérature, dans les films. Peu de représentation de qu'est-ce qu'un trouble de la personnalité, quand ça se manifeste. Puis, je ne veux surtout pas minimiser l'impact des professionnels de la santé sur la stigmatisation, parce qu'en fait, c'est un des plus grands vecteurs de celle-ci. En fait, les données sont univoques vraiment. Quand un professionnel de la santé rencontre quelqu'un qui vit avec un trouble de personnalité, qu'est-ce qu'il est noté, c'est que ce professionnel-là va offrir un service qui est différent, de moins bonne qualité à cette personne qui vit avec un trouble de personnalité qu'avec quelqu'un qui vit avec d'autres problèmes de santé mentale. Ça va même jusqu'à décourager les personnes d'aller chercher de l'aide, juste à travers leur attitude, leur pratique. Ils n'ont pas besoin de dire quoi que ce soit. Certains professionnels croient aussi que les personnes qui vivent avec un trouble de la personnalité utilisent trop de services, qu'il n'y a pas de traitement efficace. Et ça, malgré les preuves multiples, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je suis sûr que d'autres personnes vont en parler. Encore une fois, que les personnes qui vivent avec un trouble de la personnalité sont des manipulateurs. Et c'est difficile de travailler avec elles. C'est difficile de traiter. Puis même, il y a quelques études, notamment soins des infirmiers, qui montrent que plusieurs professionnels ne considèrent pas les troubles de personnalité comme un diagnostic. Et je tiens des gros guillemets ici, comme étant réel. C'est comme si c'était un faux diagnostic. C'est pas juste en soins infirmiers, je vous rassure, qu'il y a des enjeux par rapport à la légitimité du diagnostic. Chez les psychiatres, c'est pareil. Les impacts de cette stigmatisation-là, c'est incroyable. Pour les personnes qui vont chercher l'aide, ça rend la recherche d'aide, la recherche de services extrêmement complexe. Effectivement, d'avoir un diagnostic tardif, souvent, ça fait en sorte que les patrons relationnels dans lesquels on souffre, dans lesquels on est pris, c'est beaucoup plus difficile de les défaire. Ça prend plus de temps. Une thérapie souvent plus longue. Il y a souvent plus de conséquences aussi. Plus de troubles concomitants autour de la personnalité qui sont développés avec le temps. Que ce soit de l'usage de substances, des troubles anxieux, des troubles alimentaires, la dépression. Souvent, qu'est-ce qu'on peut voir aussi, c'est que les personnes qui
vont chercher de l'aide, se font référer à des traitements inappropriés ou se font tout simplement exclure des services. Heureusement, c'est de plus en plus rare, mais quand même, c'est pas rare qu'on en entende parler au quotidien. Un des exemples, c'est à l'urgence, les personnes qui se présentent dans des crises suicidaires avec des troubles de la personnalité ont plus rapidement congé de l'urgence que d'autres personnes avec des enjeux de santé mentale. Même si on a une présentation similaire, si on n'a pas un diagnostic de trouble de la personnalité, on prend à rester plus longtemps. Les personnes qui ont un trouble de la personnalité sont moins perçues comme ayant des besoins d'aide médicale. En fait, c'est parce que, parlez-moi l'anglicisme, ça fit dans le modèle biomédical actuel. Il y a beaucoup de pression pour voir les personnes rapidement, de leur offrir des traitements rapides, de la médication, des épisodes qu'on dit courts pour les services. 2 mois, 3 mois, tout au plus. Changer la personnalité, ça se fait. Cependant, ça prend du temps. Donc, il y a une espèce de prophétie autoréalisatrice. Plus on se dit, ben, ils n'ont pas besoin d'aide, en fait, plus on se dit que c'est impossible à traiter, plus on a tendance à démédicaliser, et plus on va refuser l'accès au traitement, ou rendre ça plus difficile. Cela étant, on ne développe pas de nouveaux services, et plus on renforce cette image que les personnes avec un trouble de la personnalité ne vont pas bénéficier d'une aide médicale. Je vous parlais d'autostigmatisation et de honte, plutôt. Les personnes qui vivent avec un trouble de la personnalité limite, c'est dans les sous-groupes de la population globale qui vivent avec le plus grand taux ou la plus grande honte existentielle, la honte d'exister. C'est sûr que ça l'amène à éviter le traitement, pour éviter une nouvelle étiquette comme étant malade, comme étant faible. Aussi, on constate une association entre le trouble de la personnalité et la solitude. Il y a moins de satisfaction pour les personnes qui vivent avec un trouble de la personnalité dans leur relation, et ça, peu importe les traits qu'ils ont. Il y a moins de soutien social qui est offert aussi aux personnes qui vivent avec un trouble de la personnalité limite. Et en contrepartie, cette solitude-là s'est associée à plus de discrimination internalisée et perçue. Le trouble de la personnalité, c'est limite, c'est vraiment le trouble de la personnalité pour lequel cette association est la plus marquée, même en contrôlant pour d'autres variables comme les expériences traumatiques. Pour les proches, ça fait en sorte qu'ils ont peu accès à des ressources d'aide pour les proches qui soutiennent quelqu'un qui vit avec un trouble de la personnalité limite. Il y a peu de communication avec les professionnels. Et pour les cliniciens et pour le système de la santé, souvent ça va faire en sorte qu'il y a une certaine impuissance qu'on pourrait dire acquise. Montrer que quand quelqu'un se présente dans une consultation avec, et là j'ai utilisé le terme étiquette parce que c'est de quoi il s'agit, de trouble de la personnalité limite ou trouble de la personnalité, on voit des changements d'attitude du personnel médical. Ça fait en sorte, aussi sur le plan structurel, qu'il y a moins de financement, il y a moins de recherche, donc moins de connaissances, une moins bonne compréhension des enjeux, et il y a moins de développement de services pour les personnes qui vivent avec un trouble de la personnalité. On revenait à cette prophétie autoréalisatrice. Cette stigmatisation se renforce d'elle-même. Et les personnes qui ont un trouble de la personnalité limite ont moins de services, donc sont perçues comme étant moins faciles à traiter parce que les services ne sont pas adéquats pour elles. Finalement, il y a aussi moins d'informations qui sont disponibles facilement pour le public. Je veux d'ailleurs saluer les efforts de l'Association québécoise pour les soins et la recherche en troubles de la personnalité, qui a été fondée il y a quelques années maintenant, et ça fait partie de sa mission de développer des activités, du matériel, d'éducation du public, de faire le lien entre le public, la recherche, la clinique. En conclusion, très rapidement, il y a quand même de l'espoir dans tout ça. Tout d'abord, je veux juste souligner que c'est important de poser le diagnostic quand c'est indiqué. Après une évaluation rigoureuse, poser un diagnostic approprié de trouble de la personnalité, ça réduit la stigmatisation, ça donne accès à des services qui sont efficaces pour soulager la souffrance, améliorer le fonctionnement au quotidien. Il y a un grand besoin de formation pour les professionnels de la santé. Et il y a plusieurs interventions qui ont été étudiées et qui sont mises sur pied pour les sensibiliser aux personnes qui vivent avec un trouble de la personnalité limite, comment travailler avec elles, comment dédramatiser et déstigmatiser cette pratique-là. D'ailleurs, je veux quand même souligner que cette conférence-ci participe activement à la stigmatisation juste par son existence. Puis j'aimerais conclure en vous remerciant pour votre attention, votre intérêt. J'aimerais ça avec vous aujourd'hui, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, j'espère que vous pourrez bénéficier du restant de la conférence. Bonne soirée. Donc, je tiens à remercier en fait Dr. Roy et Dr. Bassane Bertubès Esposito pour en fait nous avoir fait un portrait en fait
assez clair et sensible sur la réalité des gens qui vivent avec le trouble de personnalité. Donc, on voit bien en fait comment l'annonce d'un diagnostic peut être vécue très difficilement pour les gens qui vivent au quotidien avec le diagnostic. Justement, un peu dans ce contexte-là, en fait, on a une usagère partenaire qui a gentiment accepté en fait de nous partager son vécu en lien avec son diagnostic. Donc, sans rajouter davantage, elle nous fait quand même un bon portrait. Je vais la laisser là, partager un peu son vécu là, par rapport à l'annonce du diagnostic. Moi, à l'été 2012, on m'a annoncé qu'on me dirigeait vers la clinique du Faubourg. J'ai capoté. J'ai eu peur. Je me suis dit, mon Dieu, je connais pas cet endroit-là, mais j'ai comme eu des échos que c'était un endroit sévère, c'était un endroit difficile. Puis, moi, je me rendais pas compte à quel point ma détresse était vraiment importante. J'étais suivie dans un autre centre et ma réaction, là, ça a été assez brutal. Là. J'ai intenté ma vie. J'ai intenté ma vie, je me suis sentie abandonnée. Je me suis sentie abandonnée par les autres personnes qui me suivaient. Puis les autres personnes qui me suivaient, dans le fond, ils étaient affectivement ils étaient affectés par tout ce que je vivais, par toutes les... Tu sais, quand tu fais des tentatives de suicide à répétition, c'est pas facile d'aider la personne. Donc, je n'étais pas consciente que je m'en allais vers quelque chose qui allait m'aider. Moi, j'étais plus, oh my God, tu sais, quel malheur qu'on m'annonce, tu sais. Puis, finalement, j'ai débuté la thérapie qui se donne sur 3 ans, cognitivo-comportementale. Puis, ben, moi, ça m'a sauvée. La psychiatre, dans le fond, qui me suit au Faubourg à Québec, elle me suit maintenant depuis 2012, donc ça va faire 13 ans. Elle a été capable de m'apprivoiser parce que quand je suis arrivée, j'étais très révoltée. Les médicaments, je ne voulais pas en prendre. J'avais déjà des problèmes. J'avais déjà un diagnostic schizoaffectif bipolaire depuis l'âge de 27 ans. Puis, je suis arrivée ici quand même à 37, 38 ans. Donc, c'était comme tardif pour me faire annoncer ça, il me semble, tu sais. Puis, mais par après, autant ça pouvait être honteux de me faire dire ça, autant je pense qu'après, moi, j'étais celle qui était le plus contente de pouvoir mettre des mots sur mes comportements. Tu sais, je me reconnais dans tellement de, tu sais, mon impulsivité, mon intensité émotive, etc. Tu sais, ça m'a vraiment permis. Puis, dans le fond, le passage à l'acte que j'ai fait en 2012, ça a été mon dernier. Ça a été mon dernier passage à l'acte. J'ai vraiment failli mourir. Puis, je suis contente aujourd'hui de pouvoir donner mon témoignage de différentes façons parce que je l'ai fait sur Facebook aussi. Puis, de dire aux gens, ben moi, je passais par là, puis aujourd'hui, tu sais, je suis même usagère partenaire qui est une expérience vraiment fascinante. Là. Puis, je travaille comme bénévole à l'Institut à côté. Puis, j'adore ça. J'adore l'univers de la santé mentale. Moi, dans le fond, ma folie, je l'aime. Je vis avec au quotidien. Puis, je pense que faut réussir je dis souvent qu'on a les défauts, les qualités de nos défauts. Donc, au lieu de dire je suis une personne impulsive, je vais dire je suis une personne spontanée. Je vais juste m'amuser à dire, tu sais, l'inverse. Qu'est-ce qui est positif de dire dans des comportements, des caractéristiques qu'on vit qui sont comme négatives, puis de leur donner aussi l'aspect positif, parce que oui, il y en a un aspect positif, tu sais. Donc, fait que moi, je suis vraiment reconnaissante d'être au Faubourg alors que c'était pas ça au départ, tu sais. Donc, voilà. Mes amis, ils étaient comme, hein, t'as un trouble de la personnalité limite? Ouais. Je pense que c'est plus. Je pense que mes parents, je pense qu'ils auraient aimé ça, savoir ça quand j'étais ado, surtout mon père. Mon père, tu sais, j'avais une sœur jumelle, tu sais, qui il trouvait bien intense, ces filles, là. Mon Dieu, quelle indisciplinée, puis, mais on se rend pas compte à quel point on n'est pas conscient
de comment on agit. Tu sais, comme moi, j'ai fait souffrir énormément de monde là, à travers mes tentatives de suicide, les comportements d'intensité, de personnalité intense, émotive, des fois faire sentir les gens mal, tu sais, de dire des choses crues qui sont pas le fun à entendre. Tu sais. On s'en rend pas compte toujours. Moi c'est vraiment le recul, tu sais, aujourd'hui que je peux, dans les premières années, j'aurais pas pu dire, hey, moi, je suis comme ça, puis, tu sais, j'ai compris ça. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment le temps qui fait son temps, qui nous donne des réponses, qui nous révèle des choses, puis que après ça, on n'a pas, oh, wow, tu sais, je voyais pas ça comme ça au début, là. Donc, j'ai tendance à avoir des relations fusionnelles conflictuelles. Donc, avec ma maman, entre autres, qui est ma première confidente, puis que, tu sais, des fois, on perd patience une envers l'autre. Mais ma mère, ma famille m'a vraiment accompagnée, ma mère et mon frère, dans toutes les... J'ai été quand même hospitalisée vraiment plusieurs fois. Puis, c'est certain que ma mère moi, j'ai perdu ma sœur jumelle, là, fait qu'il en reste juste une, puis celle qui reste, elle veut mourir. Pendant 11 ans de temps, j'ai dit à ma mère à un moment donné, maman, un jour, je serai plus là, puis c'est comme ça que je vais partir. De dire ça à sa mère, je veux dire, ben, j'en ai perdu une, j'aimerais ça te garder, tu sais. Fait que c'est ça. Mais l'annonce du diagnostic, quand on m'a annoncé le diagnostic, j'étais mariée avec un jeune homme, genre, un petit peu une décision de deux personnes qui se sont... Moi, je dis souvent qu'on était deux enfants unis par notre désespoir. Ça, je trouve que ça nous décrit tellement qu'on s'accompagnait dans notre souffrance psychologique, les deux. Là. Puis après que je suis arrivée au Faubourg, j'ai commencé une relation. Mon mari est décédé de la toxicomanie. Puis j'ai commencé une relation qui a duré 7 ans puis qui a été vraiment ma plus belle relation. Pendant ce temps-là, j'étais en thérapie, tu sais. Puis même qu'à la fin de ma thérapie, je pense il y a eu un départ à un moment donné du psychologue qui a été vraiment... ça il m'a sauvé, ce docteur-là. C'était Dominique Gamache. Puis j'ai vraiment, tout craché mes démons avec lui. Ça a été vraiment super libérateur. Puis même mon copain lui avait écrit... Moi, j'avais écrit une carte de remerciement, tout ça. Puis mon chum avait écrit à l'endos. Je savais pas, il prend la carte dans le bureau. Puis là, ce que c'est qu'il y a en arrière. C'est mon chum qui lui avait écrit un merci, tu sais. Fait que ça a été une super belle relation parce qu'on était deux personnes qui participaient à des réunions là, pour des problèmes de dépendance de consommation, puis qu'on était vraiment dans le rétablissement, tous les deux impliqués beaucoup dans des groupes de soutien. Puis c'est ça. Donc ça a été. Puis pendant ce temps-là, j'ai pas eu de problème de santé, j'ai pas fait de psycho, j'ai pas eu d'hospitalisation, puis tout ça. C'est la relation a pris fin, mais tu sais, c'est vraiment quelque chose de beau que j'ai vécu. Puis ça, je le dois, je pense, vraiment à la thérapie que j'ai faite ici. C'était un bel accompagnement, une admiration pour l'autre qui est en train de prendre soin de lui. J'ai de la misère. C'est important pour moi d'avoir des relations où il y a de l'admiration, il y a une solidarité, je te fais sortir le meilleur de toi-même. C'est important. J'ai encore plein de rêves que des fois, je trouve que mes rêves ne se réalisent pas nécessairement, que je rêve pas assez des fois, que je vise pas assez haut, que je sais que je pourrais accomplir plus, puis que des fois, je me dis, peut-être que je me contente mais des fois, je me dis que je suis un escargot. Je suis un escargot qui avance très lentement, mais qui fait son chemin, puis qui pendant tellement longtemps, je me demandais, je me disais, mais Caroline, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Qu'est-ce que tu aimes faire? Je suis une personne très créative au niveau artistique, mais tu sais, d'avoir un rôle social, de dire, bon, tu sais, qu'est-ce que... Tu sais, j'avais l'impression de ne pas trouver là où j'étais bien. Puis finalement, c'est en devenant bénévole il y a 3 ans à l'Institut, en devenant usager partenaire,
en écoutant des amis qui me disaient un peu, tu sais, Caroline, toi, tu es une artiste. Moi, c'est les autres qui m'ont aidé à croire en moi. C'est les autres qui me disaient, qui m'envoyaient un miroir de qui je suis. Tu sais. Mais toi, Caroline, t'es comme ça. Tu sais, toi, t'as du talent là-dedans. OK, mais moi, je me donne pas ce nom-là, une artiste. Puis, tu sais, je trouve que des fois, je manque d'ambition. Tu sais, que je suis comme, la simplicité, tu sais, la simplicité me fait du bien, mais des fois, je reste peut-être un peu trop dans mon confort. Mais en même temps, j'ai quand même des fiertés, là. Tu sais, je veux dire, je suis quand même fière de moi, de plusieurs choses, tu sais, d'accomplissements qu'il y a 3 ans, j'aurais pas pensé, là. Moi, j'ai eu une hospitalisation pendant la pandémie. Puis pendant l'hospitalisation, j'ai dit à la travailleuse sociale, moi, je veux venir travailler ici. Puis moi, j'ai un AEC que j'ai fait au Collège Médicis pour travailler avec les personnes handicapées intellectuellement et physiquement. Puis là, ils mettaient mon dossier à jour justement à l'Institut, tu sais, puis ils m'ont dit c'est quoi votre formation? J'ai dit j'ai un AEC, j'ai fait mon Oméga, mes RCA, j'ai dit il faudrait remettre ça à jour, tu sais. Fait que je sais pas, je connais pas demain. Je connais pas demain, je veux juste continuer à avoir confiance. Voilà. Donc, je tiens à remercier Madame Ouellette, en fait, pour ce beau partage. Elle a été très courageuse, en fait, de nous faire ce témoignage-là. Donc, je trouve important de le souligner. En fait, on voit bien, en fait, l'impact que le diagnostic a eu dans sa vie, puis l'évolution, en fait, que ça a eu aussi au fil du temps. Donc, ça nous permet aussi de voir un peu non seulement l'impact sur elle, mais aussi sur ses proches. Donc, elle a parlé quand même de l'impact que ça a eu là, sur sa mère et son père. Depuis le début de la soirée, en fait, on vous parle beaucoup du trouble en tant que tel, puis de comment ce trouble peut affecter les gens de manière plus individuelle. Par contre, on est très conscient que c'est un trouble, comme Dr. Roy l'a expliqué, qui est un trouble relationnel. Donc, qui dit relation, en fait, c'est évident qu'il y a un entourage. Donc, l'entourage aussi peut avoir des impacts, en fait, du trouble de la personnalité. C'est un peu ce qui introduit, en fait, notre deuxième question, en fait, de la soirée. Donc, un peu dans le même processus que tout à l'heure. Donc, on voulait vous demander justement, selon vous, quels sont les besoins, en fait, des membres de l'entourage. Donc, je vais vous remettre le lien. Donc, encore une fois, il y a le lien, là, donc vous pouvez cliquer dans le Q&A, que vous pouvez cliquer pour aller répondre ou numériser là, le code QR. Donc, j'ai appris de mon erreur, je vais recharger, vous laisser le temps de répondre. Donc, impuissance. Soutien, surcharge. Accompagnement, encadrement, effectivement. Tous des besoins que les proches peuvent avoir. On voit qu'à travers aussi, il y a un peu de la réalité que les proches peuvent vivre de par, je voyais tantôt, culpabilité, on les voit plus, mais qui amènent en fait ces besoins-là d'écoute, soutien, accompagnement. Je vois empathie aussi, effectivement. Le besoin d'information aussi qui est là en tout petit, effectivement. Donc, c'est tous des besoins que les membres, en fait, de l'entourage peuvent ressentir. En fait, pour nous en parler davantage, j'inviterai, en fait, Madame Lynn Curry qui est présente, en fait, pour nous partager un petit peu plus sur cette thématique. Donc, je vais lui céder la parole puisqu'elle est là en présence, puis lui donner le contrôle de notre PowerPoint.
Donc, Lynn, je te laisse aller, je te laisse te présenter aussi. Super. Bien, merci beaucoup, Camille. Puis je veux dire merci à Madame Ouellette pour son témoignage très touchant. C'est bien important, justement, de comprendre le vécu de nos êtres chers, les personnes concernées. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Donc, je veux dire bonsoir à tout le monde. C'est vraiment un honneur, un privilège pour être avec vous aujourd'hui, pour parler du rôle essentiel des proches en santé mentale. Nos vécus en tant que proches, parfois aussi très difficiles, peuvent, avec du soutien et des compétences, être transformés puis se transformer en espoir et en action pour le rétablissement de nos êtres chers. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'importance d'outiller les proches, la création de la Fondation Sage Vert qui apporte des produits gratuits aux membres de la famille, aux proches dans la communauté, notre engagement pour l'inclusion et la diversité et bien sûr la marche Sage Vert qui aura lieu le 14 septembre à Montréal. Avant d'aller plus en détail sur le rôle essentiel des proches, je me sens toujours l'obligation d'expliquer qui je suis. Je suis la fondatrice de la Fondation Sage Vert qui a été créée en 2013 pour offrir justement du soutien gratuitement et des compétences et de l'espoir aux proches qui soutiennent un être cher vivant avec une dysrégulation émotionnelle ou troubles connexes. Mais avant tout, je suis une maman de deux belles jeunes filles, Kayla et Sacha. L'aînée, Sacha, athlète, nageuse et espoir olympique. Elle vivait avec de grandes intensités et de fortes réactions émotionnelles qui souvent lui causaient beaucoup de difficultés interpersonnelles dans son entourage. Pour essayer de diminuer sa souffrance, vous pouvez imaginer en tant que parent, on tentait de la soutenir, de l'aider dans son parcours, mais vous pouvez imaginer aussi que sans les outils appropriés, nécessaires, ce qu'on lui apportait n'était peut-être pas nécessairement efficace pour elle et que nous étions trop souvent dans la solution. Il y a plus de 15 ans maintenant que mon cheminement sur la voie de la santé mentale a débuté. Dès l'adolescence, Sacha, ma fille, vers l'âge de 12 ans, avait de la difficulté à gérer ses émotions. Et pendant plusieurs années, on a essayé de trouver de l'aide, du soutien pour lui venir en aide. Et au fur des années, les portes pour le soutien se fermaient à cause de ses tentatives de suicide, à cause du diagnostic qu'elle avait reçu en 2011 à l'âge de 20 ans. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elle a pu trouver de l'aide, mais aux États-Unis. Vous pouvez imaginer, cependant, d'avoir attendu si longtemps, une fois avoir trouvé de l'aide, comment elle s'est ressentie. Voici ce qu'elle avait écrit dans un de ses journaux lorsqu'elle était en résidence, lorsqu'elle recevait le traitement de la TCD. Elle disait, « Ce programme de la thérapie comportementale dialectique est comme de l'eau pour moi. C'est une ressource vitale pour vivre. Cela devrait être gratuit. Dans un monde parfait, ce serait gratuit. Et d'une manière ou d'une autre, les thérapeutes et les personnels recevraient toujours leur salaire normalement. » Elle voulait vivre, ma fille voulait vraiment vivre, mais elle avait de la difficulté avec ses émotions et elle savait très bien que le coût qu'on devait payer pour le traitement qu'elle avait là-bas était pas possible de continuer à être supportée, être soutenue. Et c'est là qu'elle se sentait vraiment comme un fardeau pour la famille, un fardeau pour sa communauté. Vous pouvez imaginer
la détresse aussi qu'on avait en tant que parents de lire ce message venant de notre fille de 20 ans. Je me souviens vraiment de cette douleur qu'elle avait, la douleur qu'elle lui empêchait de vivre pleinement et qu'elle ne pouvait plus supporter cette souffrance atroce. C'est sur son lit d'hôpital, après cette dernière tentative qu'elle avait faite, qu'elle nous a dit, avec une larme qui descendait sur la joue, nous regardant et nous disait, Maman, Papa, je suis vraiment désolée d'avoir brisé votre confiance. Je ne pouvais tout simplement plus vivre avec cette souffrance atroce que me donnait le borderline, le TPM. Et maintenant, je suis prête à revenir à la maison. Malheureusement, quelques heures plus tard, Sacha n'avait pas survécu à sa tentative. Vous pouvez imaginer que cette perte m'a été invivable. Vivre avec un enfant qui souffre, qui a beaucoup de souffrance, c'est très difficile. Et vivre sans eux, c'est encore plus difficile. C'est seulement après que lorsqu'elle venait en aide à ses amis, que cela l'aidait, lui apportait de l'espoir. Donc, lorsque j'ai pris ce message-là de son journal et ce qu'elle disait à propos de la TCD, que c'est une ressource vitale pour elle pour vivre, que ça l'a transformé cette vie insupportable à une mission qui me redonnait de l'espoir et voulant aider maintenant toutes les familles qui avaient une situation semblable à renouveler cette nouvelle vie afin que je puisse dédier mon temps à transformer le cheminement des proches afin qu'ils puissent le vivre avec leurs êtres chers dans les compétences et l'espoir. Cette perte m'a permis de transformer avec très grande conviction qu'aucune famille ne devrait se sentir seule lorsque leurs êtres chers ont la difficulté avec la santé mentale et que nous ferions tout en notre possibilité de transformer ce cheminement-là pour eux. Et c'est grâce à 2 femmes extraordinaires que j'ai eu la chance de rencontrer, de passer du temps avec, telles que Marsha Linehan, psychologue américaine qui a créé la thérapie comportementale dialectique, qui, elle aussi, avait eu de grandes souffrances et qui a dédié sa vie à aider les personnes à retrouver une raison à vivre. Et Perry Hoffman, qui a co-développé la connexion familiale, un programme gratuit offert aux proches afin qu'ils puissent aider plus efficacement leurs êtres chers, les personnes concernées. C'est grâce à elles qui, eux, m'ont guidée dans mon parcours et que j'ai pu comprendre et quoi faire pour transformer la douleur en espoir pour les proches et que les familles, lorsqu'elles sont bien outillées, deviennent une force incroyable pour le soutien de leurs êtres chers. C'est ainsi que j'ai compris qu'on pouvait transformer notre vécu en action, d'être capable vraiment de transformer nos interactions parce que la façon qu'on agit et on réagit a une influence sur comment l'autre va réagir à ce qu'on dit et agir par la suite. Et s'éduquer est tellement important pour pouvoir sensibiliser la population, notre communauté. C'est la clé pour avancer ensemble. Soutenir un être cher, c'est souvent espérer malgré tout. C'est espérer et en même temps se sentir à l'occasion impuissant, un peu comme on a vu sur les mots que les gens ont partagés. En tant que proche, on peut sentir impuissant. Et en même temps, lorsqu'on a accès et on fait la recherche des outils, on peut mieux se soutenir et être capable de soutenir notre être cher. C'est ainsi que c'est important et de découvrir qu'on n'est pas seul, qu'ensemble, tout est possible et cela change tout. Comment trouver notre soutien? C'est de rencontrer d'autres proches,
c'est de voir qu'on n'est pas seul. C'est d'avoir un esprit ouvert et d'être capable d'apprendre des outils concrets pour qu'on soit efficace dans nos relations, dans les situations dans lesquelles on vit, afin de briser cet isolement et de voir lorsqu'on est bien soutenu avec un réseau de soutien, avec les compétences, nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons regagner un certain équilibre et de l'espoir pour avoir une vie pleine de sens, une vie qui vaut la peine d'être vécue afin d'être capable de soutenir efficacement nos êtres chers. C'est ainsi que les familles qui sont outillées deviennent des alliés. Des familles outillées deviennent des alliés essentiels pour le rétablissement de nos êtres chers. Quand une famille apprend à valider, à reconnaître ses propres limites, à être capable de les exprimer avec bienveillance, à prendre soin d'être mère afin d'être en équilibre pour être capable d'apporter le soutien nécessaire pour l'être cher, de regagner cet équilibre-là pour être un pilier de soutien afin qu'ensemble, on puisse accéder à ce chemin du rétablissement. Et ça, c'est transformateur. Les familles outillées sont de vrais alliés. C'est ainsi qu'on a décidé de créer la Fondation Sagebert pour transformer le désespoir en espoir et pour soutenir les proches, éliminer la stigmatisation vis-à-vis la santé mentale, surtout sur les troubles de personnalité, offrir les compétences nécessaires et les outils aux familles pour qu'ils deviennent des alliés dans le rétablissement de leurs êtres chers. C'est ainsi que la Fondation Sagebert est maintenant une organisation qui offre des ateliers, des formations, des ressources en ligne, des programmes à base de données probantes tels que le programme de connexion familiale qui est animé par des pairs formés rigoureusement et qui ont traversé eux aussi la même réalité que les participants. En partageant leur propre expérience avec l'efficacité des compétences, ça permet aux participants de voir l'utilité de ces compétences-là et non seulement de les apprendre, mais de bien vouloir les utiliser dans leur situation de tous les jours. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une situation difficile, on n'a pas le temps de chercher, de penser à quelle compétence on devrait utiliser. Elle doit être au bout de nos doigts. Ça doit être toujours près de nous afin qu'on puisse les utiliser efficacement. Aujourd'hui, Sagebert offre des programmes aux familles dès le moment qu'ils rentrent en contact avec nous. Nos initiatives vont de la trousse de départ aux collaborations universitaires pour les recherches, aux programmes à données probantes, jusqu'à la marche Sagebert qui rassemble, qui sensibilise, qui mobilise la communauté pour enlever toute cette stigmatisation-là et offrir le soutien nécessaire à nos êtres chers, les personnes concernées. Et lorsqu'on offre ces services, on s'assure que nous le faisons dans l'inclusion et la diversité. Il est important pour nous d'éliminer toute barrière, les barrières linguistiques, rapprocher les cultures, répondre aux besoins de la communauté, de nos proches, de nos familles et d'être capable de répondre à leurs besoins de façon efficace en adaptant nos programmes aux besoins de la communauté. Connexion familiale, aujourd'hui, est un programme offert par Sagebert à travers le Canada et c'est basé sur les compétences du traitement comportemental dialectique et c'est offert en français et en anglais. Le programme est offert à toute personne qui a besoin de compétences afin d'agir différemment avec leurs êtres chers. Le programme de connexion familiale est basé sur 6 modules, sur 12 semaines et sur plus de 30 heures d'enseignement de ces compétences. Lorsque les familles arrivent, souvent, elles ressentent la souffrance, une grande anxiété, la non-acceptation, de la colère
et reportent qu'ils ont de relations très tendues avec leurs êtres chers. Une fois qu'ils complètent le programme, voici ce qu'ils nous disent. Ils ressentent beaucoup plus d'acceptation, qu'il y a un apaisement dans la famille, un rapprochement avec l'être cher, qu'il y a l'empathie qui a maintenant pris place vis-à-vis leurs êtres chers, qu'ils ont même eux-mêmes une meilleure gestion de leurs propres émotions afin de rester en équilibre lorsqu'ils font face à des situations difficiles avec leurs êtres chers. Pourquoi? Parce que c'est ensemble, en collaboration, que tout est possible. Maintenant, je vais vous donner un petit aperçu de ces 12 semaines avec la première semaine, qui est l'introduction du programme, là où on permet aux participants de pouvoir partager leur vécu dès le départ dans l'inclusion, dans un environnement sécuritaire, non blâmant, non jugeant, sans apporter de solution, en les validant et en leur faisant sentir qu'ils n'ont pas seuls, qu'ils ne sont pas seuls et que les compétences qu'ils vont apprendre vont pouvoir faire une différence pour eux. On leur parle des droits des proches, comme quoi c'est important d'avoir un égoïsme sain, de mettre notre masque oxygène en premier afin d'être en équilibre et être efficace pour pouvoir aider notre être cher. Et aussi d'apprendre à dire non lorsque nos limites, nos propres limites sont un peu trop étirées et d'avoir un réseau de soutien émotionnel non jugeant, non blâmant, afin qu'on puisse appliquer nos hypothèses de base, afin de recourir à l'interprétation bénigne. Parce que lorsqu'on fait face à une situation, il y a souvent plusieurs perspectives, il n'y a pas aucune vérité absolue et que tout le monde fait de son mieux et on peut toujours faire mieux. On passe 6 semaines à parler de l'éducation familiale, des compétences de pleine conscience relationnelle, des compétences liées à l'environnement familial, pour finalement aller à la validation, là où on passe plus de 3 semaines à échanger, à faire des jeux de rôle, à faire de la pratique et à faire comprendre aux participants, aux proches, que la validation, finalement, c'est d'identifier, d'exprimer la part de vérité qu'on voit dans la situation avec notre être cher et d'être capable d'exprimer et de voir si on a bien compris le point de vue de l'autre personne. Pourquoi? Parce que c'est important de se sentir compris. Ça favorise la confiance, ça apaise les émotions et ça rouvre la porte à la gestion de problèmes en collaboration. C'est la raison pourquoi la validation est si importante. C'est parce qu'on montre à l'autre qu'on écoute attentivement et qu'on comprend. C'est parce que valider, mettre de la confiance dans le pot de confiance pour améliorer notre efficacité interpersonnelle si on veut travailler ensemble en collaboration. La validation élimine, de notre point de vue, la justification et la pression de prouver qu'on a raison. Et ainsi, on diminue la polarisation, on diminue la colère et on atténue la réactivité émotionnelle. C'est la raison pour laquelle la validation est si importante avant d'aller dans les compétences de gestion de problèmes en collaboration, là où on passe 3 semaines à comprendre que les compétences qu'on a apprises sont nécessaires pour pouvoir demander ou refuser une demande avec les compétences de la TCD, afin de mieux comprendre quels sont les objectifs qu'on essaie d'atteindre avec nos demandes. Et si quelque chose n'a pas fonctionné, de faire une analyse comportementale afin de comprendre quels sont les changements qu'on peut apporter pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de comment on peut travailler avec notre être cher sur le chemin du rétablissement. Et tout ça, on doit le faire en observant nos propres limites. C'est la raison pour laquelle c'est important de respecter ses propres limites, de prioriser la sécurité, d'identifier ce qu'on est prêt à accepter et ne pas prêt à accepter, d'identifier ce qui dépasse vraiment ces limites-là afin d'accepter qu'il soit tout à fait légitime à l'occasion de dire non de manière efficace, et cela tout en gardant notre esprit sage. L'esprit qui va nous aider d'éviter l'impulsivité, de rester clair dans notre demande et rester cohérent, et tout cela se fait dans les compétences de la TCD pour une efficacité interpersonnelle afin d'être là pour aider nos êtres chers.
Vous pouvez voir que j'ai donné un aperçu là, de quelques minutes sur un programme qui est de 6 modules, 12 semaines, au-dessus de 30 heures. Si vous voulez en savoir plus, s'il vous plaît, visitez notre site avec le code QR ou inscrivez-vous au programme si vous croyez que le programme peut amener du changement avec la relation de votre être cher. Pourquoi? Parce que l'esprit éclairé est comme un parachute. Il ne fonctionne que quand il est ouvert. Et c'est bien important. Avant de vous quitter, je voudrais vous inviter à la marche Sagebert. C'est notre dernière marche sur une série de 12 marches qu'on a faites à travers le pays et une qu'on a même faite à Strasbourg en France. On a des gens de la France, je vous salue. Et vous êtes invités à venir parce que cette marche permet de se rassembler, de montrer qu'ensemble tout est possible et qu'on est là pour soutenir nos êtres chers, pour enlever la stigmatisation vis-à-vis la santé mentale et les troubles de personnalité. Et je voudrais, si vous voulez nous suivre sur les médias sociaux, vous avez l'information Sagebert là et vous laisser avec le mot de la fin. Au fil de mon parcours, j'ai certainement appris que partager son vécu, un peu comme Madame Moillette l'a fait, crée des liens, transforme la solitude en espoir, ouvre le chemin vers une vie pleine de sens, parce que partager son vécu n'est pas facile, mais ouvre bien des portes et transforme la vie de nos êtres chers. Je vous remercie pour votre attention et de votre écoute. Merci énormément, Lynn, pour ton témoignage et ta présentation. Je reprends le contrôle. OK. Et je me trouve extrêmement choyée, en fait, puis je trouve que tu le nommes bien, en fait, que partager son vécu, c'est pas évident, mais ça l'aide tellement de gens. Puis, on est choyé d'avoir eu, en fait, deux personnes qui ont partagé leur vécu comme le si fait Mme Curry à l'instant. Ça nous permet en fait d'exprimer un petit peu puis d'illustrer comment ça peut être vécu parce que même si on tente de le faire et ça a été fait de façon remarquable par Dr. Roy plus tôt dans la présentation, mais de l'entendre de la bouche de des gens qui vivent au quotidien avec ça, ben c'est pas pareil. Ça a une autre couleur, effectivement. Justement, en fait, ça a été mentionné dans la présentation de Mme Curry, mais l'inclusion, en fait, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est un peu ce qui introduit, en fait, la dernière capsule tranquillement de la soirée. Donc, on voit bien qu'il y a des similitudes dans le vécu, en fait, des gens qui peuvent vivre avec un trouble de personnalité. Mais bien entendu, il y a aussi, parfois, il y a certaines différences aussi qui peuvent être observer, ce qui est important en fait d'en prendre, enfin, de le prendre en considération aussi. Donc, je vais laisser la parole à Dr. Emmanuel Obomsawin qui va nous parler davantage de la notion d'équité et d'inclusion. Et donc, je vais lui laisser donc équité, diversité, inclusion. Donc, je vais lui laisser la parole. Kwai, Kolepayanemzewek. Bonsoir, bienvenue tout le monde. Je m'appelle Emmanuel Obomsawin, je suis médecin psychiatre au centre de traitement Le Faubourg Saint-Jean. Je suis également Alnumbaisqua, ce qui veut dire que je suis une femme d'origine abédakise. Je vous accompagne ce soir pour cette portion de la conférence grand public sur l'expression d'un trouble de la personnalité dans un monde divers et complexe, événement un pré-colloque pour le colloque francophone sur les troubles de la personnalité. Nous avons estimé qu'il serait intéressant de dresser des bases communes sur la question de l'équité, de la diversité et d'inclusion. Donc, dans le contexte où le thème du colloque est innover pour inclure davantage, cette question-là d'inclusion et d'équité devenait importante puisqu'elle est sur toutes les lèvres dans les dernières années. Alors, la présentation va durer quelques minutes et surtout pour vous permettre de développer ce langage sur la question de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, tout simplement. Alors, tel que je vous soulignais il y a quelques minutes, le
colloque, en fait, va s'intéresser à la question de l'innovation pour mieux inclure dans les milieux de travail, mieux inclure à travers les soins, mieux inclure les diverses voies qui peuvent nous aider à naviguer dans notre société actuelle. Donc, la question de l'équité, diversité et d'inclusion est de plus en plus présente dans les dernières années. Des principes qui sont développés avec des prises de position dans les milieux de travail ou encore dans les milieux de formation. Et ça, c'est un travail qui découle de l'identification de groupes qui ont été marginalisés, stigmatisés, discriminés ou oppressés. Donc, dans des inégalités de pouvoir, dans des inégalités dans les chances, dans la vie de façon générale, ou tout simplement dans une augmentation de la diversité qui fait en sorte que on peut se questionner si les groupes sont tous bien représentés dans nos milieux. Alors, c'est vraiment le contexte de réflexion que nous avons eu qui nous a poussé ce soir à vous donner cette courte présentation. Alors, la première définition que nous allons regarder ensemble est tout d'abord, qu'est-ce que l'équité? Alors, une définition que j'aime bien vient des travaux de l'Université du Québec à Montréal. Alors, la question de l'équité, en fait, c'est synonyme de justice. C'est-à-dire que les personnes, quelle que soit leur identité, sont traitées de manière juste. Ça veut dire qu'il faut veiller à ce que les mécanismes d'affectation des ressources ou encore les prises de décision soient justes pour tous, qu'elles représentent le plus grand nombre possible de gens qui vont être touchés par ces ressources ou ces décisions. Il faut le plus possible qu'elles n'introduisent pas de discrimination en fonction de l'identité de la personne. Alors, il y a différentes mesures pour mettre fin à la discrimination et aux inégalités, surtout pour les groupes qui sont sous-représentés ou encore qui sont marginalisés. Les stratégies d'équité sont différentes des stratégies d'égalité. Pour différencier les deux, en fait, il faut vraiment retenir cet énoncé que je trouve intéressant. L'équité est un moyen, l'égalité est une finalité. La prochaine image va vous permettre de bien comprendre ce concept-là. En fait, on voit ici une image là, développée par l'UQAM qui est inspirée par une illustration originale. On voit sur une première image, en fait, des gens qui vont voir un match sportif dont il y a une barrière devant eux. Si on donne des ressources parce qu'on veut que tout le monde puisse profiter et voir le match et qu'on donne la même ressource à chaque personne, ben en fait, le résultat va demeurer inégal. Alors que quand on regarde plus en équité, où on va s'attarder à chaque caractéristique et aux besoins, on voit que les ressources ont été distribuées différemment, ce qui permet maintenant, sur l'autre image, à chaque personne de pouvoir bien regarder le match finalement. Alors, la finalité qui est l'égalité est atteinte par une mesure d'équité. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est d'aller vers le concept de diversité. Comme on voyait sur l'image, on a eu accès à de la diversité. Il y avait 3 personnes différentes avec des caractéristiques différentes, ce qui faisait qu'en sorte, dans un même contexte, la situation était inégale puisqu'il y avait une barrière entre eux et le match. Elles étaient inégales, chaque personne, devant cette barrière. Alors, la question de la diversité, quand on la regarde, en fait, ça peut être plusieurs choses parce qu'elle se rapporte aux conditions, aux modes d'expression, aux expériences des différents groupes qui vont être définis par l'âge, l'orientation sexuelle, le statut autochtone, la religion, la situation de handicap, la langue, la race, le lieu d'origine. Alors, voyez comment ça peut être très, très différent et que ça peut être pluriel, cette définition de la diversité. Et ce qui est important, en fait, de souligner, je pense, à travers tout ça, c'est que la diversité, en réalité, c'est un fait. Alors, c'était un fait qu'on avait 3 personnages différents qui ont chacune leurs caractéristiques et dans des contextes différents, en fait, même auraient pu avoir des caractéristiques qui auraient été favorables face à une autre personne. Ce qui est important, c'est de se dire aussi, c'est que la diversité
peut être différent d'un contexte à un autre parce qu'il va y avoir des ressemblances, mais si on change un contexte, qu'on va complètement ailleurs, les ressemblances vont être différentes. Alors, la diversité, ce que j'ai surtout envie qu'on retienne, c'est que c'est un fait. C'est la pluralité de nos expériences humaines. Et finalement, en fait, le troisième concept qui nous intéresse, c'est la question de l'inclusion. Vous vous souvenez, notre thème est d'innover pour inclure davantage. Alors, qu'est-ce que c'est l'inclusion? C'est les stratégies qui permettent l'inclusion. Ça dépasse les stratégies d'équité ou encore d'intégration. L'inclusion, ça se focalise sur l'élimination des obstacles à travers la transformation des milieux plutôt que par le fait d'outiller simplement les individus pour passer à travers l'obstacle. Et l'inclusion, en fait, ça va être une responsabilité collective. Alors, ça incombe à tout le monde, dont les milieux, dont les systèmes, de vraiment éliminer les obstacles à pouvoir atteindre quelque chose. Alors, ce qui va vous permettre de bien illustrer ce concept-là, on reprend nos personnages ici. Alors, l'égalité, on donne les ressources à tout le monde. L'équité, on donne des ressources. Mais si on vise l'inclusion, en fait, on va trouver des stratégies pour faire tomber la barrière, ce qui va permettre aux individus qui sont présents de pouvoir regarder le match ensemble sans qu'on ait besoin de mesures d'équité, parce qu'il n'y aura plus de barrière pour pouvoir le regarder. Et on pourrait aller même encore plus loin dans la question d'inclusion. Est-ce que ces personnes-là n'auraient pas envie d'aller jouer sur le terrain aussi? Alors, je pense que où ça devient intéressant pour nous de réfléchir à travers les principes d'équité, diversité, d'inclusion, c'est de se rappeler toutefois que ces concepts-là dans la transformation des milieux, de l'équité, à l'accès au travail, c'est un vocabulaire qui a été développé pour faire face à ces systèmes-là, ces inégalités-là. On vise vraiment une représentativité des collectivités pour faire valoir les voix des groupes qui sont sous-représentés. Ce que ça veut dire, c'est que on veut que les gens soient entendus et qu'ils se sentent représentés. C'est un peu différent de donner, par exemple, des soins. Si je veux que la personne se sente bien lorsqu'elle va recevoir des soins, ben ça, on va plus parler de sécurité culturelle, ce qui est un concept un peu différent, ce qui n'est pas tout à fait l'objet ce soir de la rencontre. Peut-être que vous vous posez la question, pourquoi est-ce qu'on a parlé d'équité, diversité, d'inclusion, ces questions de travail? Parce qu'au fond, si je vise l'inclusion, je peux avoir diminué les barrières. On peut même s'être entendu sur quel jeu on voudrait aller jouer en dedans, mais ça n'a pas encore changé sur comment ces trois personnages-là vont s'entendre ensemble, vont se comprendre ensemble et reconnaître leurs différences comme possiblement même des forces de l'un et de l'autre. Alors, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a toute une question des relations humaines, du choix entre eux, des valeurs partagées qu'ils vont avoir pour pouvoir prendre une décision ensemble. Est-ce qu'ils vont jouer à ce jeu-là, par exemple? Est-ce qu'ils vont jouer à d'autres choses? Et d'avoir les bases communes pour pouvoir viser un bien commun, un bien-être commun, une relation qui va être harmonieuse. Alors, ça devient drôlement intéressant de notre côté lorsqu'on souligne le trouble de la personnalité où on reconnaît qu'une des grandes parts sont les difficultés relationnelles. Donc, cette question-là devient intéressante sur l'inclusion. Comment est-ce qu'on peut inclure, se sentir inclure, mais de viser tout le monde ensemble, ce bien-être commun, cette entente-là. C'est là qu'on peut arriver à faire un travail avec les gens qu'on représente et qu'on traite en trouble de la personnalité. Parce qu'à travers tout ça, il y a une citation sur laquelle j'aimerais vous quitter. En fait, c'est l'essayiste Sidney Smith qui a écrit dans un livre que j'apprécie beaucoup, qui est Coué et je te salue, conversation sur le racisme de Natacha Canapé-Fontaine et Denis Ellis-Béchard, qui dit « On ne peut pas venir à bout des préjugés d'un homme par le raisonnement. Les préjugés ne sont pas construits sur la raison,
c'est pas par les idées, ne peuvent pas être déconstruits à force de raison, alors d'argumentation, de discussion. Nous sommes des êtres émotionnels et nos croyances, de même que nos préjugés, découlent de nos réactions émotives. Alors, c'est sûr que c'est un livre sur le racisme en contexte autochtone. On peut dire que pour mieux comprendre les expériences des Autochtones, mais les Allochtones doivent lire et écouter les histoires. Il faut qu'il y ait de l'espace à écouter l'expérience différente, la reconnaissance. En fait, ce principe-là, pour ma part, si je reviens avec mes personnages de tout à l'heure, ça ne sera pas à coup d'idées et d'argumentation qu'ils vont finir par s'entendre ensemble, mais plutôt à coup de respect, d'accueil, de reconnaissance de l'expérience et de construction ensemble de qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Donc, sur ces sages paroles, quand même, je voulais amener une réflexion. À travers où vous êtes rendu vous-même dans votre propre réflexion de cette question-là de la diversité, de l'équité et de l'inclusion et de notre responsabilité partagée, tout le monde ensemble, pour inclure, pour représenter, pour accueillir l'autre dans leurs expériences, pour éviter justement de ne pas ensemble viser ce bien commun-là, mais plutôt se diviser. Alors, je vous laisse les quelques références qui m'ont appuyé sur les questions surtout d'équité, diversité, inclusion, et je vous souhaite une bonne continuation de présentation. Donc, on remercie Emmanuelle pour cette présentation. Donc, tranquillement, la soirée tire vers sa fin. Donc, doucement, on s'en va vers la période de questions. En fait, avant d'aller vers vos questions. Je vais laisser en fait la parole à Madame Claudia Savard, que vous connaissez déjà, qui s'est présentée tout à l'heure, et à Madame Nadine Larivière, qui est ergothérapeute et professeure à l'Université de Sherbrooke. Ses intérêts en recherche concernent surtout le fonctionnement dans les diverses sphères de la vie quotidienne des personnes avec un trouble de la personnalité limite. Actuellement, elle explore plus spécifiquement leur participation au travail. Donc, je leur cède la parole. Je vais les mettre aussi en évidence pour que ce soit plus évident pour les voir. Oui, bonsoir. Moi, ma caméra ne semble pas fonctionner pour une raison mystérieuse. Donc, je vais quand même aller de l'avant, à moins que Camille, si tu as le contrôle et tu sais comment le faire pour me donner accès, parce que ça ne fonctionne pas. Mais bon, j'y vais. Merci pour la présentation. Vraiment, tout au long de la soirée, on a entendu la voix de différentes personnes concernées directement, qui travaillent au quotidien, qui accompagnent au quotidien des membres de l'entourage. Puis, un des véhicules pour nous aider à mieux comprendre les troubles de la personnalité, mieux comprendre ces conditions complexes, leurs répercussions dans la vie quotidienne, bien, c'est la recherche. Donc, Claudia et moi, c'est ce volet-là qu'on veut mettre de l'avant. La recherche, elle permet de mieux cerner les causes et les facteurs qui vont influencer les troubles de la personnalité, que ces facteurs-là soient biologiques, environnementaux, psychologiques, sociétaux. On a vraiment eu cet aperçu-là ce soir. Puis, grâce aux avancées qu'apporte la recherche, mais il est possible ensuite de développer des approches thérapeutiques qui sont plus efficaces, qui sont plus humaines et qui sont mieux adaptées aux besoins des personnes concernées pour les soutenir dans leur rétablissement. Effectivement, puis on est vraiment chanceux au Québec parce qu'on a plusieurs équipes vraiment excellentes qui font plusieurs projets de recherche en troubles de personnalité. Nadine a une super bonne équipe. Lionel Calil à l'ISMM à Montréal, qui a une bonne équipe aussi. Puis il y a plein d'autres chercheurs au Québec qui font beaucoup d'avancées, qui développent toutes sortes
de stratégies, d'outils d'évaluation pour mieux identifier les difficultés, qui vont aussi développer du matériel pour aider les professionnels à justement soutenir, travailler avec les personnes qui présentent un trouble de la personnalité. Donc, la recherche en trouble de personnalité, c'est super important. Puis, ce qui est super important aussi, c'est la collaboration puis la participation, bien d'abord des gens qui présentent des difficultés sur le plan de la personnalité, de leurs proches, mais aussi la participation des intervenants, des professionnels, pour justement nous aider comme chercheurs à développer des outils, des stratégies qui vont les aider puis qui, en bout de ligne, vont vraiment améliorer la qualité de vie des gens qui souffrent de troubles de la personnalité. Évidemment, ça prend aussi le soutien de nos organisations pour nous offrir cette place-là, puis faire de la recherche vraiment une partie prenante de l'intervention puis du travail qu'on fait auprès de cette clientèle-là. Donc, dans le fond, investir dans la recherche, ce qu'on aime bien se dire, c'est qu'investir dans la recherche en trouble de la personnalité, c'est investir dans l'espoir, investir dans l'avenir, puis investir dans un mieux-être collectif. Donc, c'est un peu notre position comme chercheur. On veut vraiment essayer d'aider d'une autre façon pour vraiment documenter qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui peut être utile. Je remercie Nadine d'avoir présenté avec moi sur la recherche. Camille, si tu es d'accord, je pense qu'on s'en irait tranquillement vers la période de questions. Donc, Absolument. je vais faire un petit peu avec Camille puis avec ma collègue Sarah Plamondon, l'animation de la période de questions. Donc, je vous rappelle que vous avez plusieurs stratégies pour poser vos questions. La première étant le Q&A qui est dans le fond, le chat que vous pouvez utiliser pour poser vos questions. Ensuite, vous pouvez aussi lever la main puis prendre la parole. À ce moment-là, le micro va s'allumer. Puis, en fait, on va vous donner l'autorisation d'allumer votre micro. Vous allez pouvoir poser votre question. Je vous rappelle aussi que on essaie de faire en sorte que les questions soient le plus brèves possible pour être capable de répondre à plusieurs questions dans le temps qu'il nous reste. Évidemment, ça va être difficile de se positionner sur des questions très personnelles avec des cas très ciblés dans des contextes très spécifiques. Donc, essayez de garder vos questions plus générales ou encore, si vous avez des questions sur ce qui s'est dit pendant la présentation, ça va nous faire plaisir aussi d'y répondre. Donc, Sarah, j'irais peut-être avec une question dans le QR que peut-être qu'on a reçu, que tu serais prête à nous... Vraiment plusieurs questions intéressantes. D'ailleurs, on ne pourra pas tous les lire, mais sachez qu'on va tous les répondre. Peut-être pas ce soir, mais ma première question, je l'orienterais vers Dr. Roy. Une question par rapport à la notion de handicap. Donc, est-ce qu'une personne subissant ou, j'ai envie de dire, vivant avec un diagnostic de trouble de la personnalité peut être considérée comme une personne en situation de handicap psychosocial? Pour donner la réponse courte, je pense qu'on peut répondre clairement que oui, ça entraîne une situation de handicap. La littérature est claire, démontre qu'il y a une souffrance significative. Puis dans ma partie plus tôt, là, je démontrais tous les champs dans lesquels ça peut atteindre, autant au niveau personnel qu'au niveau des relations avec les autres. Maintenant, il faut faire attention parce que le terme handicap, puis là, je fais écho à la présentation du docteur Obamsawin, peut nous amener à penser que il y a certaines méthodes de compensation qui peuvent être utilisées pour régler la problématique. Par exemple, est-ce que c'est une contrainte sévère à l'emploi ou un arrêt de travail prolongé? Il faut faire attention que nos interventions ne deviennent pas des cages aussi pour les gens qui souffrent d'un trouble de la personnalité ou les amènent à faire de l'évitement
pour perdre l'opportunité où on pourrait faire un travail relationnel puis les amener à devenir autonomes. Donc, c'est là que j'amène une petite nuance. Oui, c'est un handicap, oui, il y a une souffrance, mais ensuite, la situation, il faut faire attention de ne pas tomber dans l'évitement, puis plutôt de travailler, assurer un suivi pour amener la personne à se réhabiliter au niveau social en travaillant sur un projet de vie et ses différentes relations. Excellent, Merci pour cette beaucoup. réponse-là. Une autre question peut-être, Sarah? Oui, tout à fait. J'ai une autre question qui revient souvent chez les proches d'ailleurs, et on pourra peut-être demander à Lynn ce qu'elle en pense aussi, mais toujours vers Dr. Roy, qu'est-ce qu'on pourrait recommander à une famille ou à des proches qui vivent avec quelqu'un qui a un trouble de la personnalité et qui n'est pas volontaire à participer à des services? Une des difficultés avec le trouble de la personnalité, un peu à l'image, par exemple, de troubles d'usage de substances, à l'alcool ou à différentes drogues, c'est que ça repose beaucoup sur le volontariat de l'individu qui est atteint. Puis des fois, cette personne-là n'a pas la capacité de s'autocritiquer ou de s'auto-regarder pour constater la souffrance et donc aller chercher de l'aide en conséquence. Bien souvent, c'est les autres autour qui vont constater la détresse, puis qui eux-mêmes vont développer une détresse. Il faut essayer, puis bien souvent, c'est à travers les crises, de développer une autocritique, de développer une motivation au changement. Puis c'est là qu'il faut saisir les opportunités. Mais pour les proches, de voir ça au long cours, ça peut être très difficile. Lynn Curry utilise souvent l'image dans l'avion, que quand le masque tombe, il faut d'abord le mettre sur soi avant de le mettre sur la personne à côté de nous, sur notre enfant. Bien, c'est l'image que je réutiliserai dans ce cas-ci. C'est important pour les proches de prendre soin d'eux-mêmes, puis d'aller chercher à travers les différentes ressources, dont connexion familiale, des moyens de se soulager, puis de trouver des manières à la fois de se soulager, puis d'être suffisamment aidant pour son proche, tout en gardant une certaine limite. Peut-être que Mme Curry peut continuer. À vrai dire, la question est quand même, je trouve que ta réponse est quand même assez complète. C'est un peu ce que j'allais dire. C'est important pour les proches, justement, d'apprendre les compétences, de les modéliser. Que trop souvent, je pense même la situation avec ma propre fille, lorsqu'on était toujours là à dire, on lui essayant de la faire changer, de la porter le changement sur elle. Et en fait, le changement commence par nous. Lorsqu'on utilise les compétences et tout ça, on peut vraiment montrer qu'on amène du changement et c'est là qu'on fait l'ouverture par la suite, peut-être avec notre être cher, de voir le changement que nous, que ça a apporté, que eux aussi pourraient peut-être l'utiliser. En effet, le regard doit aller sur nous en premier. Merci à vous deux. On irait peut-être avec une question des personnes qui sont en présence avec nous. S'il y a des gens qui veulent lever la main pour poser leurs questions, vous êtes invités à le faire. Sinon, on va continuer avec des questions que vous avez écrites dans la foire aux questions-réponses. On a eu plein d'autres questions. Claudia, peut-être pendant que les mains se lèvent, j'en aurai une peut-être assez rapide avec Dr. Roy. On a une question qu'est-ce qui fait que c'est difficile d'avoir une hospitalisation de plus d'une semaine pour quelqu'un qui a un trouble de la personnalité? Oui, en fait, là, à travers les différents soins, bien souvent, on va identifier deux grands piliers des soins en trouble de la personnalité. D'un côté, la crise, de l'autre côté, le traitement de fond. La crise, souvent, il faut intervenir rapidement, mais il faut garder ça de façon brève. Le traitement à l'intérieur de la crise, c'est surtout un arrêt d'agir, puis de comprendre c'est quoi qui a amené la crise pour trouver des solutions concrètes, puis rapidement retourner dans la communauté pour travailler ça sur un mode externe. Ce qui est important, c'est aussi de l'autre côté d'avoir accès à des traitements qui sont en externe avec des thérapies, des interventions psychosociales qui sont démontrées efficaces. On a parlé entre autres de la TCD pour pouvoir faire un travail qui est beaucoup plus longitudinal qui va amener des résultats à plus long terme. Donc, pour revenir directement à la question, malheureusement, de garder les gens à l'hôpital, ça leur fait perdre leurs réflexes sociaux, puis ça les fait éviter, comme un peu je répondais tantôt dans l'autre question, on est dans un mode d'évitement de la réalité à l'extérieur où on peut faire une véritable réhabilitation à moyen et long terme. Merci, Dr. Roy. Toujours pas de main levée. Est-ce que Sarah, tu as d'autres questions pour moi? Certainement. En fait, j'aurais une question pour Nadine, si jamais
tu es disponible pour répondre par rapport au programme BIWI. Oui. Il y a quelqu'un qui aimerait savoir si c'est adapté pour d'autres troubles de la personnalité que le trouble de personnalité limite. Ah, d'accord. Merci pour la question. En fait, on l'a pensé, puis on l'a expérimenté initialement avec des gens avec un trouble de personnalité limite, mais la réalité, c'est que les personnes n'ont pas exclusivement, parfois, seulement que le trouble de personnalité limite. Alors, la réalité, c'est que les personnes avec qui on expérimente BIWI ont un trouble de personnalité limite, oui, mais d'autres troubles de la personnalité, souvent concomitance, et d'autres troubles de santé mentale également. Merci, Nadine. Merci beaucoup. Bien. Je commence à m'inquiéter. Est-ce que... Ah oui, j'ai une main levée. Enfin. Est-ce qu'on peut donner la parole? Oui, j'ai activé l'option pour qu'elle puisse activer son micro. Oui, activez votre micro. Marie-Belle. OK, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Bonjour. Oui, bonjour. Petite question concernant les autres traits de personnalité. Schizoaffectif, quels sont les comportements qu'on pourrait observer? Puis une personne qui a une personnalité narcissique, mais en tout cas, en théorie, elle aurait ça, mais moi, je trouve pas que c'est une personne narcissique. Au contraire, elle est super bienveillante. Fait que, pouvez-vous me donner aussi des comportements associés à une personnalité narcissique, s'il vous plaît? Juste pour nuancer, je ne sais pas si vous pouviez dire schizoaffectif ou schizotypique, parce que schizoaffectif, c'est comme généralement un diagnostic qui tombe dans une autre catégorie diagnostique qui sont les troubles du spectre de la schizophrénie. Donc, souvent, on va souvent entendre en troubles de personnalité les troubles de personnalité schizotypiques. Les troubles de personnalité narcissique, effectivement, c'est deux entités diagnostiques aussi qu'on rencontre souvent en troubles de personnalité. Je ne sais pas si Dr. Roy voulait répondre à la question. Absolument, ça va me faire plaisir. Le trouble de personnalité narcissique est principalement constitué par une intolérance à l'humiliation ou à la honte. Ça fait en sorte que les gens souvent ont une très faible estime de soi, puis vont avoir des mécanismes de compensation pour ça. Puis c'est souvent les autres autour qui vont constater ces mécanismes de compensation quand on parle plus de l'aspect grandiose de la problématique. On entend aussi de plus en plus parler du narcissique hyper vigilant, où là, on se rapproche davantage d'une souffrance à l'intérieur de soi. On n'a jamais eu l'occasion, par exemple, de se construire une estime de soi qui est bien solide, puis qui fait face aux menaces, à l'humiliation, puis ces choses-là. Fait que c'est là que parfois, lorsqu'il y a une blessure, on va appeler ça une blessure narcissique, on peut avoir même certains symptômes qui sont dépressifs et des réactions extrêmes pour reprendre une place qu'on prenait puis qu'on pensait qui nous sauvait auparavant. Fait que le narcissique est un petit peu différent de la personnalité limite, avec différents traits de personnalité, puis on pourrait les détailler au besoin. Puis pour répondre peut-être, parce que vous sembliez pas trop sûr, vous trouviez que la personne n'était pas narcissique parce qu'elle avait une préoccupation pour les autres, si j'ai bien compris votre question. Bien, parfois, on va voir ce genre de comportement-là, une préoccupation pour les autres, mais c'est pas tout à fait une préoccupation réelle. C'est beaucoup dans l'optique d'avoir une bonne image de soi-même. Donc, c'est un peu pour se valoriser ou, dans certains cas, là, j'ai pas en tête votre cas de figure que vous apportez, mais on va souvent voir ça. On s'intéresse à l'autre parce que ça nous apporte quelque chose. Souvent, c'est ce qu'on va voir chez les personnes qui ont des traits narcissiques de la personnalité. Je ne sais pas si ça répondait à votre question. Ah, on n'a pas parlé du schizotypique. En fait, c'est le schizoaffectif. Oui. C'est-tu bien différent l'un de l'autre? Oui, là, on est dans une autre catégorie diagnostique. Le trouble schizoaffectif, on parle plutôt d'un mélange de schizophrénie et de maladie affective bipolaire. Donc, on est vraiment dans un autre registre.
Encore une fois, je reviens avec la question de ma collègue. Est-ce qu'on ne parle pas plutôt de troubles de personnalité schizotypiques ou schizoïdes, qui sont 2 des 10 troubles de la personnalité? Peut-être qu'on n'aura pas la réponse, mais peut-être donner une brève définition tu sais, des troubles de personnalité schizotypiques, schizoïdes, qui, dans le fond, font partie quand même d'une catégorie, on va l'appeler un regroupement là, dans les troubles de personnalité. Oui. Ben, en fait, il y a 3 groupes de troubles de personnalité. Il y a le groupe A, B et C. La personnalité limite narcissique, par exemple, sont dans le groupe B. Dans le groupe A se trouve la personnalité paranoïde, la personnalité schizotypique, puis la personnalité schizoïde. Ces personnalités-là, généralement, sont caractérisées par plus de méfiance, puis par beaucoup d'isolement. Puis, veut pas, la méfiance entraîne beaucoup d'anxiété sociale également. Là, quand j'y vais plus spécifique, le schizoïde peut avoir des symptômes qui frôlent pratiquement la schizophrénie. On parle d'une perméabilité avec la réalité, entendre des choses, avoir des croyances particulières, s'habiller d'une façon vraiment étrange aussi. La personnalité schizoïde, ça peut pratiquement se rapprocher de l'autisme où il y a moins de réactions émotionnelles, sensorielles. Et finalement, la personnalité paranoïde, pardon, c'est vraiment beaucoup de méfiance, de l'impression que les autres veulent lui faire du mal, qu'ils vont le manipuler, par exemple. Est-ce que ça répondait quand même à votre question, Maribel, pardon? Oui, vraiment, merci infiniment. Je me rends compte que j'en connais très peu, puis je vais devoir me former davantage parce que c'est très complexe, puis ils nous sortent plein de diagnostics. Des fois, on a la chance de les accompagner chez les psychiatres, ça nous aide. Mais en tout cas, merci infiniment. Merci. Merci à vous. J'irai avec une question de Pierre Blot. Docteur Blot, je pense. Est-ce qu'on est capable d'ouvrir? Autoriser caméra et micro si on a envie. Ben, micro, ça serait utile. Une caméra si on a envie de se lancer. Faut juste l'activer après manuellement. Sinon, c'est la confidentialité, ben, la vie privée. On y arrive? Peut-être pas. On pourra peut-être y revenir. J'irai avec Marie-Joëlle Tremblay. Est-ce que vous êtes, on va vous donner l'autorisation d'activer votre micro, votre caméra. Oui. Donc, vous pouvez, oui, Bonjour. Ça fonctionne. Oui, en fait, j'avais une question parce que souvent, moi, ce que j'ai vu en clinique, là, quand on se met à accompagner des gens avec des troubles de personnalité, puis là, on parlait plus de limites, fait que je vais prendre ça en exemple. Il y a vraiment, je trouve, rapidement un changement dans la façon dont les professionnels vont être avec les clients. Comme par exemple, le fait justement que j'entends souvent « Oh, il faut avoir un cadre beaucoup plus strict avec eux. Il faut faire attention à tenir le cadre. » Ou ce genre de choses-là. Fait que je voulais savoir justement, est-ce que c'est le genre de choses que vous pensez qui est nécessaire? Et est-ce qu'il y a autre chose comme ça? Est-ce qu'il faut changer notre façon d'intervenir avec des personnes avec des troubles de personnalité? Une excellente question. C'est sûr que je vais laisser la parole à Dr. Roy, mais j'aurais envie de nous ramener dans les 4 C de l'intervention quand on travaille avec des gens qui présentent un trouble de la personnalité. On va parler de clarté. Donc, la première chose, c'est soyons clairs de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on demande. Il faut que ça soit très, très clair, pas qu'il y ait trop de zones grises. Donc, ça, c'est important. On va parler aussi de constance. Donc, on est clair dans ce qu'on dit, puis quand on est clair, on dit toujours la même chose. Hein? On est constant dans comment on s'adresse, comment on est, qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas. On va parler aussi de cohérence. Donc, la cohérence, c'est que tout le monde puisse avoir le même discours ou la même... C'est quand on travaille en équipe, par exemple, donc d'avoir une cohérence. Puis le 4e C, c'est le cadre.
c'est d'avoir, dans le fond, d'être clair, mais d'avoir que pour la personne, ça soit évident qu'est-ce qui est attendu d'elle, puis à quoi elle peut s'attendre aussi de nous. Fait que d'avoir ces 4 C-là, cet encadrement-là, ça peut aider à intervenir auprès des gens qui présentent un trouble de la personnalité, mais ça va aussi avoir pour effet de sécuriser la personne. Parce qu'à chaque fois, c'est les mêmes, tu sais, la même façon d'intervenir, les mêmes demandes, le même discours. Puis c'est la même chose qui est endossée par une équipe traitante, par exemple. Fait que ça a cet effet-là d'être rassurant. Puis ça aide les gens à justement savoir sont où les limites. Sont où les limites auprès de l'équipe traitante, auprès des proches, sont où les limites. OK, je sais sont où les limites. Ça me rassure, ça me sécurise. Puis là, je suis plus. Là, ça me permet de davantage m'ouvrir, de faire confiance parce que je le sais que, ben, il y a un filet en dessous. Puis je ne tomberai pas dans le vide. Puis les gens ne m'abandonneront pas ou ne feront pas des choses qui n'étaient pas prévues. Fait que ça a un côté très rassurant dans ce sens-là. Maintenant, être rigide, avoir un cadre, ça ne veut pas dire être rigide nécessairement. Il faut faire attention à avoir une certaine flexibilité en autant que ça soit toujours le même message, puis que ça soit cohérent, puis que ça soit constant. Fait que c'est un peu moi, c'est ça que j'aurais le goût de vous donner comme aujourd'hui, comme intervenante ou d'accompagnement. Quand vous faites de l'accompagnement avec des gens qui présentent un trouble de personnalité, je trouve que c'est quelque chose qui est très facile à retenir, premièrement, puis quand même assez accessible. Mais je suis persuadée que Dr. Roy aurait quelque chose à ajouter à votre question. Ben, ça a été très complet, Claudia, puis je suis tout à fait en accord avec ce que tu amènes. J'ajouterais que ce qui est important, c'est d'avoir une structure claire, prévisible, constante, partagée, comme tu le disais, Claudia. Puis du moment où on a ça, ça soulage les patients, déjà en partant, parce qu'ils savent à quoi s'en tenir. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Responsabiliser, ce n'est pas négliger. C'est-à-dire qu'il faut qu'on construise, par exemple, un plan de sécurité lorsqu'il va y avoir une crise, parce qu'il va y avoir une crise, c'est attendu. Si jamais il y a de l'instabilité, qu'est-ce qu'on fait? Fait que ça, c'est bien important aussi d'accompagner les patients. Puis ensuite, si malgré tout, les patients essayent d'aller à l'encontre du cadre qu'on s'est donné, bien, il faut le maintenir. Puis si on le maintient, ça peut être difficile pour la personne, mais à la prochaine rencontre, il faut l'aborder. Qu'est-ce qui s'est joué? Comment on aurait pu faire différent? Fait qu'il ne faut pas perdre de vue ces opportunités-là de revenir là-dessus. Puis bien souvent, malheureusement encore, pour beaucoup de gens, vu qu'ils maîtrisent mal le concept de trouble de personnalité ou encore les soins suffisamment bons pour venir en aide, ils ont peur. Ils ont peur d'être dans les modes automatiques, dans les réflexes, de faire des choses qui seraient nuisibles aussi pour le patient. Mais heureusement, il est démontré qu'avec des formations parfois de quelques heures seulement, déjà les intervenants se sentent mieux, se sentent plus à l'aise, puis peuvent mieux aider les patients. Est-ce que ça répond, Marie-Joëlle? Vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ta question. Merci. Est-ce qu'on peut revenir avec Pierre Blot? Est-ce que ça fonctionnerait? Est-ce que il a baissé sa main. Il a baissé sa main. Ah, c'est très dommage. C'est très dommage. Donc, on pourrait peut-être y aller. Il est revenu. Oh, il a relevé sa main. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que vous aimeriez prendre la parole, Dr. Blot? Les accès sont encore disponibles. Ça va être à vous d'appuyer sur le micro pour pouvoir activer votre micro, puis d'appuyer sur la caméra pour activer votre caméra. Peut-être que c'est ça. La technologie, parfois, ça amène toutes sortes de défis. OK. Je peux autoriser, c'est ça, mais je peux pas activer dans son. C'est ça. Il faut que ça soit vous qui activiez. Oh, peut-être non. OK. Je vous vole juste quelques minutes parce que dans le clavardage, on nous demandait de répéter les 4 C, si c'est possible. Les 4 C. La clarté, la cohérence, la constance et le cadre. C'est bon?
Alors, on aurait une autre personne qui a une question. Florence, est-ce qu'on pourrait, excusez, je vous appelle par par vos prénoms, pas parce que je ne suis pas polie, c'est parce que c'est juste ça que je vois dans mon écran. Est-ce qu'on pourrait autoriser Florence à activer son micro et sa caméra si elle le souhaite? Florence, vous pouvez activer votre micro. Que ça fonctionne. Si jamais ça ne fonctionne pas, activez votre micro. Je vous suggère d'écrire votre question dans le question-réponse qui se trouve soit dans le haut de votre écran ou dans le bas, dans les 3 petits points dans le bas de votre téléphone cellulaire si vous êtes sur votre téléphone cellulaire. Peut-être juste réessayer. Allô? Oh oui, ça fonctionne. Et alors tout d'abord, bonsoir. Merci beaucoup pour cette formation vraiment riche. C'était limpide. Moi, j'avais une question en fait qui était un peu plus large, je me permets. C'était les enjeux de politique de santé et l'accueil et l'inclusion de cette population dans les soins. C'est une très grosse question. En fait, on en a parlé un petit peu. Je pense que Dr. Esposito il en a glissé un mot à quel point il y a encore malheureusement beaucoup de stigmatisation dans les milieux de soins auprès de cette clientèle-là. C'est un peu difficile. Je pense aussi que les troubles de personnalité, ce n'est pas un diagnostic qui a la cote, on va le dire comme ça, qui est si populaire et qui est tant ciblé par les gouvernements ou les compagnies, etc., là, les organismes subventionnaires. Bon, on entend beaucoup parler d'anxiété, de dépression, puis on est d'accord, l'anxiété et la dépression, c'est super important, puis ça touche beaucoup de gens. Il reste que les troubles de la personnalité, ça a moins la cote. Les gens premièrement, connaissent moins ça, mais aussi, on dirait qu'il y a encore un peu des vestiges de l'histoire que Dr. Esposito nous a apporté aussi, qui font en sorte que c'est moins populaire. Les gens sont très stigmatisés, sont stigmatisés aussi souvent à cause des difficultés qu'ils vivent, des comportements qu'ils vivent. Ça peut faire peur des fois aussi, ça peut alimenter. Je pense qu'on a un travail important de conscientisation, de faire connaître le trouble de la personnalité, puis c'est un peu le but de la conférence grand public d'aujourd'hui, c'est aussi ce qu'on vise à faire lorsqu'on organise des colloques dans le domaine pour justement essayer de faire connaître un petit peu plus la problématique pour que autant les gens qui vivent avec un trouble de la personnalité que leurs proches soient moins, je dirais, aux prises avec tous ces stigmas-là. Parce que oui, ces clientèles-là ont des difficultés relationnelles, ont des difficultés de régulation des émotions. Des fois, ça peut donner beaucoup d'intensité, mais je tiens à vous ramener un peu le discours de Mme Ouellette qu'on a vu tout à l'heure dans son témoignage, où elle disait, moi, j'aime bien, plutôt que d'utiliser des termes négatifs, en tourner ça un peu en force, puis elle a raison, parce que les gens qui présentent un trouble de personnalité, peut-être qu'ils sont intenses, mais en même temps, c'est des clients qui sont extrêmement attachants, qui sont très sensibles, qui ont beaucoup à offrir aux autres dans ce contexte-là. Donc, dans un contexte, je dirais, organisationnel, c'est notre devoir de diffuser ce genre d'informations-là et de faire comprendre ce genre d'informations-là à nos structures politiques ou à nos organisations publiques pour justement qu'on soit plus sensible, plus inclusif, moins stigmatisant. Je ne sais pas si, Dr. Roy, vous auriez quelque chose à ajouter.
Je suis tout à fait d'accord. Là. Je pense que malheureusement, là, on a du retard sur les autres diagnostics. C'est dans les années 90 que les thérapies montrées efficaces sont apparues. Puis encore aujourd'hui, on peine à faire de la recherche, alors que pourtant, la prévalence, donc le nombre de gens qui sont atteints par cette problématique-là, est souvent supérieur à d'autres diagnostics comme la schizophrénie, par exemple. Fait que vraiment, il faut qu'on essaie de combattre le stigma qui est notre principal obstacle, de militer, puis de faire de la sensibilisation comme on le fait ce soir. Merci, docteur Roy, c'est tellement bien dit. Est-ce que ça répond à votre question, Florence? Je sais pas si vous êtes... Alors, en fait, oui, en partie, parce que de toute façon, j'adhère en fait à vos propos, évidemment. En fait, surtout, je me dis que c'est l'enjeu pour demain, en fait, de pouvoir effectivement expliquer de façon plus large et que cette pathologie soit pas stigmatisante, effectivement, mais c'est ça, c'est ce travail de militantisme dans un temps où la politique de soins ne va pas forcément dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, effectivement. Merci pour votre question, puis pour les réflexions que ça soulève, ça suscite. Je pense que votre message a bien été entendu et partagé. Merci beaucoup. Merci. On est à Permettrais une... Oui. Dernière question, parce que Dr. Blo a finalement pu poser la question par écrit. Oui. Dr. Blo, qui se trouve finalement être Madame Danielle Marchand, mais au final, la question est très intéressante. Je l'adresse à Dr. Roy, c'est possible. On va essayer d'être succinct pour ne pas dépasser, mais est-ce que c'est un bon moment à l'adolescence pour diagnostiquer? Est-ce que c'est une bonne chose d'intervenir tôt? C'est directement dans mes cordes parce que j'ai fait ma formation complémentaire auprès des 15-25 ans. Donc, la réponse, c'est oui, en fait. L'intervention précoce, d'intervenir quand ils sont jeunes, c'est le meilleur moment parce que c'est là, bien souvent, qu'il y a beaucoup de symptômes, beaucoup de détresse, mais qu'il y a encore suffisamment de gens autour, puis suffisamment d'opportunités de se reconstruire par la suite par un projet d'études, un projet d'emploi. Malheureusement, si on laisse ça aller, les gens, bien souvent, vont diminuer leurs gestes dommageables, par exemple l'automutilation, mais ils vont rester pris avec le vide chronique, l'absence de relations et l'absence de projet de vie. Fait que c'est un problème pour plus tard qui se chronicise. Fait que quand on intervient tôt, on peut agir. Puis il n'y a pas de critère de 18 ans. On peut le mettre à n'importe quand ça fait suffisamment longtemps que les traits sont présents. Et puis on peut venir en aide à la fois aux proches et à l'individu. J'espère que ça répond, Dr. Blo, à votre question. Il est déjà 8 heures, donc on sera à notre mot de la fin. Je voulais vous remercier énormément d'avoir été présent à la conférence en si grand nombre. Il y aurait encore certainement plusieurs discussions qu'on pourrait avoir, ça suscite des questions. Les questions qu'on n'aura pas eu le temps de répondre aujourd'hui, on va essayer d'y répondre puis de les déposer sur la page 4Waves avec le vidéo de la conférence. Donc, si jamais vous voulez retourner voir la conférence ou la référer à des gens que vous connaissez, bien, à ce moment-là, elle pourra être disponible à partir des prochains jours. Je tiens à remercier aussi énormément toutes les personnes qui ont collaboré à la conférence d'aujourd'hui. Donc, Dr. Roy, Dr. Esposito, Nadine, Caroline Ouellette, Emmanuel Obamsawin, j'en oublie peut-être, mais tous ces gens-là, merci beaucoup d'avoir fait de la conférence quelque chose de complet. J'espère que vous avez apprécié. Puis que vous avez passé une belle soirée. En terminant, je vous rappelle que si ça vous intéresse, il y a les sites Internet qui sont présents du programme de la Fondation Sagebel, du programme Connexion familiale. On vous invite aussi à aller voir le site Internet de l'Association québécoise pour les soins et la recherche en troubles de la personnalité. Donc, vous allez pouvoir y trouver des capsules d'informations vraiment intéressantes. Donc, on vous invite à consulter ce site-là. Et on aimerait ça avoir votre avis sur la conférence aussi d'aujourd'hui. Donc, si vous pouviez scanner le code QR qui est là pour donner votre appréciation, ça serait vraiment très apprécié. Sur ce,
je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore à vous tous d'avoir été présents. À bientôt. Merci, à bientôt.